Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cet événement, pour ce webinaire où on va voir ensemble en cette fin de matinée comment maintenir la coopération interservice dans toutes les thématiques auxquelles tout le monde fait face, notamment sur le management hybride. Donc, on va être ensemble jusqu'à midi 15 pour pouvoir observer un petit peu les phénomènes qu'on rencontre en lien avec la coopération interservice et tout ce qu'on peut mettre en place sur différentes thématiques. Et je ne suis pas seul aujourd'hui puisque je suis accompagné par Noémie Royer, que je vais laisser se présenter le temps que tout le monde se connecte. On a beaucoup d'inscrits aujourd'hui, beaucoup de personnes qui nous suivent. Vous êtes déjà plus d'une cinquantaine avec nous et je vous en remercie. Et donc, Noémie, je vous propose de nous en dire plus sur vous en tant que directrice d'expérience salariée au sein d'Acelis. Merci beaucoup, Gabriel. Bonjour à tous. Ravie d'avoir cette occasion d'échange avec vous. Donc, comme l'a dit Gabriel, je suis donc Noémie Royer, directrice du pôle expérience salariée au sein d'un cabinet de conseil qui s'appelle Acelis Conseil, qui travaille globalement sur les sujets d'expérience, expérience client, expérience usager, expérience patient et expérience salariée. Donc, moi, j'ai le plaisir de diriger le pôle qui se consacre à l'expérience salariée. Comme vous l'imaginez bien, et j'imagine aussi que c'est ça qui fait que vous êtes nombreux ce matin, le management et le travail hybride est un sujet qui nous occupe beaucoup, on va dire depuis la rentrée de septembre. Avant, on intervenait beaucoup sur des sujets plutôt de comment faire avec un télétravail subi, j'y reviendrai, qui était donc subi et massif. Maintenant que les entreprises et les organisations peuvent reprendre la main, il y a un vrai intérêt à regarder ce qui se passe avec le management hybride, comment l'organiser. Et du coup, je suis particulièrement contente d'avoir l'occasion d'échanger là-dessus avec vous et surtout de le faire avec Gabriel et avec Bicas parce qu'il y a évidemment des réponses qui sont très intéressantes dans l'hybridation en passant par les activités que vous présentera Gabriel tout à l'heure. Donc, ce qu'on vous propose pour laisser le temps à tout le monde d'arriver, c'est pour celles et ceux qui nous ont rejoints sur la session, c'est de vous proposer une petite activité. Justement, on parle de coopération interservice, ce gros mot qui est la coopération interservice. Peut-être que certains d'entre vous ont des difficultés, des freins, font face à un certain contexte qui est présent dans plein d'entreprises et qui en même temps va se ressembler d'une entreprise à une autre. Donc, ce que je vous propose, c'est de nous rejoindre sur Bicast. Vous l'avez vu, on vous a envoyé le lien de connexion dans le chat sur Livestorm. Sachez aussi que pendant toute la durée de l'événement, vous aurez en haut la consigne qui vous est rappelée pour vous connecter. Pour vous connecter, vous pouvez vous rendre sur bicast.live et taper le code de session suivant qui est le 73 28 26. Comme ça, vous pouvez nous rejoindre depuis votre smartphone et puis vous voyez, vous allez voir toutes les slides qu'on va vous partager, les activités qu'on va vous présenter avec des illustrations finalement de comment on va pouvoir venir travailler sur cette coopération interservice qui se décline de différentes façons. On le verra. Et donc, les premiers mots qui sont envoyés avec le silotage qui ressort beaucoup, le fait de travailler en silo, la méfiance aussi, avec les incompréhensions qui peuvent émerger avec cette absence de communication qui a été induite par ce télétravail massif initialement et ce retour au bureau progressif qui, cette fois-ci, semble définitif. Mais finalement, avec toujours une hybridation du travail qui va se maintenir dans le temps, cette évolution de nos modes de travail qui va rester, et donc effectivement avec des nouveaux enjeux qui apparaissent, notamment sur la coopération interservice. Et donc on voit, Noémie, le mot qui ressort le plus finalement pour le moment, qui est vraiment le télétravail, avec le fait de ne pas être au bureau finalement. Et ça, c'est vrai que c'est un des enjeux de la coopération interservice aujourd'hui. Oui, absolument. Et effectivement, en plus, le fait que maintenant on est en hybride, c'est-à-dire que on n'est pas
soit tous à distance, soit, si on remonte à maintenant quelques années en arrière, tous sur place. Ça change considérablement la donne et donc effectivement, il y a un frein supplémentaire. Il y avait déjà des freins liés au télétravail. Il y a des freins supplémentaires qui s'ajoutent du fait de l'hybridation et donc c'est effectivement ce qu'on va regarder ensemble ce matin. Bon, je vous remercie à toutes et tous pour votre participation. On voit que le télétravail est vraiment la chose qui finalement semble être le frein principal, la méfiance aussi, comment mieux travailler avec les autres de façon, justement, comment travailler sur cette méfiance aussi. Le but du jeu aujourd'hui, ça va vraiment être donc de revenir sur comment maintenir la coopération interservices. Pour vous présenter très rapidement, donc, pour ma part, je suis Customer Success Manager au sein de Bicast. Bicast qui est, comme vous le savez sans doute peut-être, pour celles et ceux qui me découvriraient peut-être aujourd'hui, une solution pour favoriser l'engagement, rendre les temps d'échange à la fois plus collaboratifs, mais aussi plus efficaces. Et donc, on va voir aujourd'hui, à travers quelques exemples aussi, comment Bicast peut être un outil intéressant, non pas seulement au sein du management d'une équipe, puisque ça, c'est un sujet qui est plutôt maîtrisé depuis voilà, la période de télétravail massive, les différents confinements. On va vraiment s'intéresser aujourd'hui à comment on travaille non plus seulement au sein de l'équipe, mais avec les autres. Et donc, je vais laisser la main à Noémie pour nous parler un petit peu des principaux enjeux liés à la coopération interservices et pourquoi il est intéressant d'y jeter un œil. Alors oui, absolument. Merci Gabriel. Effectivement, pour se redire pourquoi c'est important de s'intéresser à la coopération interservices, pourquoi on s'est dit avec Gabriel et avec l'équipe Bicast que ça pouvait être un bon sujet à partager avec vous. Il y a d'abord le fait que nous, on considère que c'est le bon moment. C'est ce que je disais rapidement en introduction, mais vous étiez peut-être pas tous là encore, donc je le redis rapidement. Depuis la rentrée de septembre, on a changé un peu de phase dans nos organisations du travail, c'est-à-dire qu'on est sorti d'une situation où la demande était très forte de mettre un maximum de collaborateurs en 100% télétravail, en tout cas sur les activités qui le permettaient. Donc, on était quelque chose qui était subi, qui était massif et qui était vraiment, chaque fois possible, à 100% télétravail. On est depuis, et j'espère bien que ça va durer comme ça, sorti de cette période-là, avec en revanche, dans toutes les entreprises, le constat qu'effectivement le télétravail est possible beaucoup plus significativement que ce qu'on imaginait auparavant et que donc il est intéressant et pour les collaborateurs et d'ailleurs pour les entreprises de regarder comment on peut permettre pour partie du télétravail pour nos collaborateurs. Donc on est dans le travail hybride et ça s'organise. Là on n'est plus dans quelque chose qui est imposé ou en tout cas qui est très fortement demandé par le gouvernement. Ça veut dire qu'il y a des accords qui s'écrivent et qui se signent au sein des entreprises et qu'il y a à prendre un temps pour réfléchir à ce qu'on fait et pour organiser la façon dont on va travailler maintenant qu'on a posé le principe qu'on pouvait fonctionner en mode hybride. Donc c'est pour ça que ça nous semble le bon moment, que dans ce moment-là, un focus particulier sur la coopération interservices nous semble important parce que vraiment là pour le coup toutes les études récentes montrent que ça a été vraiment la grande perdante de la période écoulée. Ça a continué de fonctionner sur les projets qui étaient en cours. Ça a continué de fonctionner entre les collaborateurs qui se connaissaient bien, mais typiquement dans les freins, dans les mots que vous avez commencé à positionner en réponse à la question que vous posez Gabriel, il y avait le sujet du turnover, des nouveaux collaborateurs, etc. La création de nouveaux liens, vraiment les études montrent que ça a été extrêmement difficile, que du coup l'intégration des nouveaux collaborateurs l'a été aussi, et que par ailleurs, toutes les occasions de coopération, et j'y reviendrai tout à l'heure, qui n'avaient pas déjà été identifiées, ont été beaucoup plus compliquées à identifier, voire même se sont perdues. Donc vraiment se dire que c'est la coopération interservices qui a
beaucoup perdu de la période que nous venons de traverser. Et un troisième élément qui nous semble important, c'est le lien direct avec la charge de travail dans les deux sens. C'est-à-dire que, pour le coup, l'hybridation du travail, le télétravail, a ajouté ajouter de la charge de travail sur tout le monde et beaucoup sur les managers. De fait, il y avait moins de temps à passer sur des échanges un peu impromptus, informels, qui permettent justement la coopération interservice. Donc ça, c'est la première chose. Et puis, la deuxième chose, c'est que du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que à partir du moment où la coopération interservice se perd parce que tout le monde a plus de travail et est focalisé sur l'activité de sa propre équipe, du coup, on a ensuite des répercussions problématiques qu'il faut réparer, qui réalimentent en charge de travail. Et donc, on est vraiment sur un cercle vicieux qu'il est intéressant de stopper dorénavant. Et c'est pour ça qu'on vous propose de passer d'une coopération interservice subie au moment du télétravail massif à quelque chose qu'on peut organiser, qu'on peut outiller aussi pour pouvoir trouver des solutions et remettre en route cette coopération. J'ai vu passer beaucoup les mots silo, silotage, etc. aussi dans la première activité. C'est très important, effectivement. Énormément d'entreprises avaient fait un travail considérable pour essayer de désiloter les activités. Et pour le coup, là, ce qui s'est passé, on va dire, ces 18-24 derniers mois, a resiloté les activités, non pas parce que les gens trouvaient que c'était bien mieux d'être siloté, mais par la force des choses et parce que chacun a dû se concentrer logiquement sur l'activité de son service et était concentré, focalisé sur le fait de bien faire fonctionner son propre service avant même d'aller regarder ailleurs. Donc voilà, donc en tout cas, nous, notre proposition et notre idée, c'était de vous dire que la coopération interservice méritait d'être regardée pour cette raison-là. Ce dont on va se parler, la façon dont on a construit le webinaire avec Gabriel, c'est de vous proposer de regarder deux choses qui sont assez différentes, avec des enjeux différents. Ce qu'on a appelé la coopération organisée. Donc ça, c'est celle qu'on connaît. On sait qu'il faut coopérer. Globalement, on sait comment coopérer, sur quelles activités, qui sont les gens avec qui on doit coopérer. Donc, on est en terrain connu. Et là, finalement, l'enjeu majeur, il est de ne pas perdre de temps et de vraiment pouvoir aller à l'essentiel, quand bien même on n'est pas tous sur les mêmes lieux de travail, pour pouvoir l'optimiser et la rendre la plus efficace possible. Ça, on verra quelques sujets. Et puis, dans un deuxième temps, vous parlez de la coopération informelle. C'est pareil que vous avez bien mentionné dans le nuage de mots initial, où là, en fait, l'enjeu, c'est qu'on ne sait pas. Et donc, c'est la difficulté, c'est comment on fait pour ne pas passer à côté d'occasions, d'opportunités, voire de nécessité de coopération, alors que dans un premier temps, on ne sait pas qu'il faut coopérer parce qu'on n'a pas repéré qu'il y avait à travailler ensemble sur tel ou tel sujet. Donc ça, ce sera le deuxième temps du webinaire et de la façon dont on l'a construit avec Gabriel. Regardez, vous aider, vous donner quelques pistes pour regarder comment on fait pour ne pas passer à côté de cette coopération informelle. Si j'arrive, là pour le coup, dans le cœur du sujet et sur la partie de la coopération organisée, donc comme je le disais, l'enjeu majeur, il est de ne pas perdre de temps, ce qui veut dire plusieurs choses. Première chose, il y a à organiser, structurer, coordonner, positionner et les interactions et les informations. Il se trouve que la période de confinement et donc de télétravail massif a eu pour conséquence une augmentation exponentielle des outils de communication qu'on a utilisés, évidemment du volume de communication et d'interaction numérique qu'on a eu, et aussi des informations qui ont circulé à peu près partout. En fait, l'expression qui va le mieux, c'est dans tous les sens. Et ça a vraiment très significativement contribué à augmenter la charge de travail des uns et des autres,
encore plus pour les managers. Aujourd'hui, nous, on intervient vraiment beaucoup sur des problématiques de surcharge de travail. Et là, il y a vraiment une piste à creuser, quelque chose à faire pour réduire vraiment très facilement la surcharge de travail qui a été générée au moment du confinement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà qu'on organise et qu'on structure les canaux de communication et que, par exemple, on réserve un canal de communication aux urgences, ce qui permet aux gens qui ont besoin de se concentrer, de travailler sans être trop interrompus, de garder un canal ouvert parce que c'est par là que passent les urgences et de pouvoir couper le reste s'ils ont besoin à un moment donné d'être concentrés. Ça veut dire aussi qu'on utilise différents canaux selon qu'on fait circuler de l'information éphémère ou de l'information qui doit être conservée, qui doit laisser une trace. Enfin, pour le coup, je vais aller assez vite parce que c'est des sujets connus. Pour autant, c'est quand même vraiment important de faire cet exercice-là, de regarder quels sont les types de communication, les types d'interactions, par quel canal il passe aujourd'hui et de faire cet exercice, de le structurer, l'organiser et de poser quelques règles. Il n'y a pas besoin d'en poser beaucoup, mais de poser quelques règles pour que tout le monde s'y retrouve. Je pense que chacun d'entre nous, on a déjà eu ce moment où on se dit « Ah oui, tiens, il faut que je réponde à Gabriel ». En revanche, je ne me souviens absolument plus si la question qu'il me l'a posée, il me l'a posée par mail, par WhatsApp, par SMS, par Teams. Voilà, et donc je passe déjà du temps à essayer de retrouver par où est-ce qu'il m'a posé cette question pour la retrouver, la question, et pour lui répondre. Donc là, vraiment, vous avez beaucoup à gagner à faire ce travail d'organisation et de structuration. Ça permet aussi de considérer qu'on réserve les temps d'échange, comme on a là, les temps d'échange synchrones, à ce qui crée véritablement de la valeur. Le reste, c'est fait en asynchrone, ça passe par des canaux qu'on a définis et ça permet de gagner du temps. Sur la gestion des informations, juste un petit point supplémentaire, mais qui va avec ce que je viens de dire, c'est d'abord, on réfléchit à qui est destinée l'information. Est-ce que c'est une information qui est réservée? Est-ce qu'elle est adressée à un public ciblé? Ou est-ce que c'est une information élargie? Se poser cette question-là, ça évite le phénomène qu'on a en ce moment vraiment énormément, qui est que chacun d'entre nous recevons beaucoup trop d'informations par rapport à nos besoins réels et que nous consacrons énormément de temps dans la journée à devoir trier cette information. Et donc, effectivement, à chaque fois qu'on est engagé dans une chaîne de coopération, que ce soit une chaîne de coopération d'activités récurrentes ou de projets, on a cette problématique-là. Deuxième chose, bien réfléchir entre les informations qu'on pousse vers leur destinataire ou les informations qu'on met à disposition. Ça, c'est pareil, en fait, ça tombe sous le sens. Ce qui tombe souvent moins sous le sens, c'est de se dire qu'on va consacrer un petit temps pour y réfléchir et pour poser un cadre. Donc voilà, je vous le remets comme ça rapidement, mais ça me semble important. 2 points supplémentaires par rapport à la coopération organisée, encore une fois avec toujours cet enjeu de ne pas perdre de temps, et je vous ai remis 2 chiffres là, qui datent de 2014, donc vous voyez qu'ils sont un peu anciens, la situation ne s'est absolument pas améliorée depuis, mais c'est pour ça qu'il y a un vrai enjeu à gagner du temps sur les sujets de coopération, de façon générale, mais aussi sur les sujets de coopération. Vous les voyez, 40 à 80% du temps de travail des équipes ne crée pas de valeur ajoutée et 70 à 100% du temps de travail des managers est passé en reporting ou réunion. Ça, c'était 2014. Aujourd'hui, la situation s'est encore dégradée, notamment sous l'effet du télétravail massif. Ça se règle par les suggestions que je vous faisais, c'est-à-dire qu'on prend le temps de s'organiser pour vérifier qu'on ne fait rien de plus que ce qui est nécessaire et que par ailleurs, y compris dans la transmission d'informations et dans les interactions. Je parle bien de coopération organisée, hein, parce qu'il faudra qu'on revienne ensuite sur d'autres sujets sur la coopération informelle. 2 petits points supplémentaires. Gabriel, vous vous souvenez que vous me surveillez parce que je parle beaucoup trop? On est dans les temps. Tout va bien. Ok, super. Donc, 2 petits points supplémentaires là qui concernent d'un côté les projets et de l'autre côté les activités récurrentes. Parce que ne jamais oublier qu'il y a bien sûr des enjeux de coopération aussi sur les activités récurrentes. Côté gouvernance des projets, ce qu'on voit beaucoup, nous, c'est le fait que
d'une certaine façon, je le dis de manière un peu abrupte, vous y mettrez toute la modération qui est nécessaire, mais on voit de plus en plus des chefs de projet qui se trompent un peu sur leur rôle et qui donc réfléchissent la façon d'organiser les projets de façon à ce que ce soit facile et simple à gérer pour eux. Or, le métier de chef de projet, il existe justement pour faciliter la vie et pour simplifier la vie des autres et de tous ceux qui ont un métier classique et qui, à un moment donné, doivent consacrer une partie de leur activité à du projet. Donc ça, c'est très important. Je vais vous donner un exemple tout bête. Ça veut dire qu'un chef de projet, s'il réfléchit à se faciliter la vie pour lui, il va, pour récupérer des informations, organiser des réunions où il va inviter tout le monde, quand bien même certains vont avoir un intérêt à cette réunion pendant 5 ou 10 minutes. Ça fait perdre du temps à tous les gens dont ça n'est pas le métier de gérer des projets. Donc, il y a un intérêt à re-regarder la façon de travailler des chefs de projet. En tout cas, si vous reconnaissez des choses qui se passent dans vos entreprises, un intérêt à re-regarder le rôle du chef de projet et à le repréciser en lui faisant bien, en lui donnant bien à voir que sa façon de travailler doit justement faciliter et simplifier la vie des gens dont la gestion de projet n'est pas le métier principal, mais une activité supplémentaire qui vient se greffer sur leur métier principal. Pour ce qui est des activités récurrentes, combler les interstices, je passe vite, mais ça, on le voit, hein, c'est-à-dire que dans les activités de coopération, le problème, c'est la frontière entre deux équipes et ce qu'on perd à cet endroit-là. Ça se repère assez vite, donc je vais passer sur ce que j'ai intitulé « Vérifier les délégations inadaptées ». Je vais vous donner un exemple qui est vraiment quelque chose qu'on voit massivement dans les entreprises et sur lequel il y a une vraie réflexion à mener, qui est comment, à un moment donné, les services centraux, supports, transverses, et je pense par exemple aux équipes compta, gestion, finance ou aux équipes RH, vont déléguer une partie des activités sur les managers de proximité et parfois en leur demandant du coup d'utiliser des outils informatiques qui sont très performants, très sophistiqués et très utiles pour les fonctions centrales, mais très compliqués à utiliser pour les managers de proximité. Donc là, il y a des choses à regarder aussi parce que ça veut dire qu'en fait, encore une fois, je suis sur le sujet de ne pas perdre de temps, ce que l'équipe RH ou compta va gagner à déléguer des tâches sur les managers de proximité, en fait, elle va le gagner, mais on va le perdre x2, x3, parce que les managers de proximité, d'une part, ce n'est pas leur métier, d'autre part, ce ne sont pas leurs outils métiers, et donc ça leur fait perdre énormément de temps. Donc, si on veut regarder ça vraiment à l'échelle de la coopération interservice, il y a à regarder ça. Voilà sur la façon de gagner du temps, mais sur la partie coopération organisée, mais il y a aussi des choses qui viennent en soutien là, de ce que je vous ai évoqué, notamment sur comment on fait pour se passer de l'information sur les activités récurrentes et comment on peut outiller la gestion de projet en mode hybride, où là, pour le coup, Gabriel a préparé un certain nombre de choses qui me semblent particulièrement intéressantes. Et effectivement, et donc le but du jeu, c'est de pouvoir voir un petit peu comment Bicast permet d'illustrer finalement aussi ce besoin d'éviter, de limiter la perte de temps, c'est-à-dire réellement sur tout ce qu'on vient de voir, hein, sur la coopération organisée, c'est-à-dire que je sais qu'il y a des éléments à voir et qu'il faut que je ne perde pas de temps par rapport à une thématique X ou Y. Et ce qu'il est intéressant d'avoir en tête, donc là, c'est des activités où on va venir jeter un œil aussi à la partie back-office de Bicast pour que vous puissiez vous rendre un petit peu compte de ce à quoi ça pourrait ressembler pour de vrai, si on se met vraiment, voilà, on est une équipe, un collaborateur d'une entreprise et comment je vis mon quotidien finalement. Le premier enjeu, c'est qu'il ne faut pas réduire la coopération organisée à la gestion de projet, comme le soulignait Noémie. Et donc, finalement, si on prend un exemple très simple, hein, je pourrais très bien avoir un besoin d'amélioration de pratique entre un service et un autre. Et là où Bicast pourra être intéressant, c'est que finalement, là, on est sur une présentation, sur une session sur laquelle, avec Noémie, on donne le rythme. C'est-à-dire que quand on avance dans la présentation, vous avancez avec nous depuis les smartphones ou les ordinateurs sur lesquels vous êtes connectés à Bicast. Mais en fait,
il faut savoir aussi qu'on peut tout à fait venir faire des présentations sur lesquelles les participants sont autonomes pour avancer, revenir en arrière, etc. Et donc, avec l'activité que vous voyez à l'écran ici, qui est l'activité métaphore, Bicaz va vraiment être très intéressant pour venir maximiser cette coopération organisée. On parlait de réduire les informations inutiles, de maximiser les temps d'échange synchrones. Marvin nous disait tout à l'heure, c'est tellement vrai ce que Noémie disait par rapport au fait que trop de canaux de communication, trop de perte de temps. Et donc, l'idée, ça va être de venir voir comment, par exemple ici, sur un cas très pratique, on a besoin de faire une amélioration pratique, on va pouvoir venir solliciter un outil. Donc là, dans notre exemple présent Bicast, pour être capable en fait de venir préparer cette coopération organisée et de la rendre plus efficace. On parlait de la méfiance qu'il y a dans le nuage de mots, vous parlez de méfiance aussi. Et donc, finalement, cette méfiance, finalement, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et donc, évidemment, si on favorise les échanges avec les autres services, la connaissance des uns des autres, évidemment, on va aussi faire diminuer cette sensation de compétition qui n'est pas tout le temps vraie, et aussi donc, cette sensation de méfiance qu'il peut avoir à travers les différents services. Et donc ici, à travers ce que vous voyez à l'écran, qui est donc l'activité du speedbot que vous connaissez peut-être, une activité de gestion de projet où en fait on va avoir des objectifs qui sont matérialisés par l'île, et vous voyez qu'on va venir ensemble, on va pouvoir travailler pour venir voir en fait par rapport à nos objectifs, quelles sont nos forces, nos contraintes, etc. Et donc c'est une activité qu'on peut tout à fait venir faire en amont pour préparer un échange, pour préparer préparer la coopération et maximiser son efficacité. Vous voyez également que le deuxième exemple, là où Bicaz pourra aussi être intéressant dans cette coopération organisée, on va rentrer sur des exemples plus liés, davantage liés à la gestion de projet. Là, on est vraiment sur, ici, vous voyez, sur une activité tableau où finalement, on pourrait aussi se servir de Bicaz vraiment pour un pilotage de projet où on va venir travailler avec chaque rôle finalement, chaque partie prenante du projet, que ce soit à travers sur d'ailleurs un cas de figure interne, externe, hybride, etc. Et comment on va pouvoir venir s'assurer de l'évolution, de l'avancée des éléments, tout en évitant une nouvelle fois les temps d'échange superflus, c'est-à-dire que tant que les tâches avancent, que tout est bien organisé, on peut très bien piloter le projet assez facilement. Et puis ensuite avoir des temps d'échange qui vont nous permettre de venir valider certains points, l'avancée de certains éléments, etc. Enfin, la dernière activité aussi, sur cet exemple-ci, il y a de plus en plus de services support au sein des entreprises qui vont venir faire justement des travails au sein de différents services. Et donc, là, ce que vous allez aussi pouvoir venir mettre en place au sein de Bicast, c'est, je dirais, de la gestion d'activités plus complexes, avec ici l'activité Canva, qui est une activité de tableau blanc, où en fait, vous pourriez aussi tout à fait venir, vous le voyez ici, travailler à travers différentes équipes. Là, l'exemple ci-dessus, c'est la fleur du lotus, où en fait, on va venir au centre de notre fleur ici, de l'ensemble des carrés qui symbolisent la fleur, venir identifier un problème principal sur lequel on va être en mesure, vous voyez, de venir travailler avec les différents services. Et encore une fois, pourquoi pas le faire en amont, c'est-à-dire avoir un temps de coopération organisé prévu, mais très concis. On va venir cadrer un projet, puis chacun puisse travailler ensuite aussi à son niveau avant de remettre d'autres échanges où on va pouvoir avancer sur les différentes thématiques qui ont été identifiées. Évidemment, une activité comme celle-ci demande aussi plus de cadrage. Vous voyez que là, on est ne serait-ce qu'une trentaine sur la session. S'il y a un mauvais cadrage de ce qui est fait, ça peut aussi devenir n'importe quoi, vous vous en doutez. Donc, c'est là que l'animateur va avoir un rôle aussi plus important, là où les activités précédentes sont vraiment des activités plus en mode séquentiel, c'est-à-dire si ici j'ouvre l'activité pour l'exemple, vous allez pouvoir venir envoyer des idées, etc. Mais on a la main plus facilement sur ce qui s'y passe. Là où Bicaz va être intéressant aussi, ça va être dans la mise à disposition de l'information. On parlait de l'ensemble des canaux qui peuvent exister, etc. Quand on parle de sessions au sein de Bicaz, c'est un peu tout le suivi qu'on peut avoir sur les projets et ce qui s'y passe. Et donc, ça va aussi être, vous voyez là sur la partie gauche de mon écran, j'ai des rubriques. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir, pour
un même suivi par rapport à un projet, un projet interservice sur de la gestion de projet pur et dur ou autre, mais je vais être capable, vous voyez, de venir prendre des actions et des décisions au sein de BICAS pour trouver les éléments, limiter la perte d'informations qu'il y a pu avoir, qu'on connaît, hein, c'est-à-dire que là, imaginons demain on fait une réunion, on a tous notre calepin, notre stylo, bon, bah, à la réunion, on ressort tous avec une information différente de cette réunion. Là où l'idée ici, c'est une nouvelle fois de pouvoir vraiment avoir des temps d'échange qui soient à un niveau interservice qui soit mieux cadré et aussi avec une perte d'informations qu'on va limiter de par toute la centralisation d'informations qu'on va pouvoir mettre en place finalement au sein de l'outil, donc là en l'occurrence au sein de BICAS. Et donc c'est réellement l'enjeu aujourd'hui à travers tout ce dont Noémie vous a parlé. L'idée, le but du jeu, c'est de voir en fait comment on va pouvoir aussi s'outiller de façon vraiment très pratique, très pragmatique, pour venir maximiser ces temps de coopération interservices et les rendre aussi plus efficaces, c'est-à-dire limiter tous ces phénomènes de perte de temps que l'on connaît pour plein de raisons. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait vous dire pour la première partie du sujet, qui était vraiment sur la coopération interservice. Et donc là, c'est le moment où je vais vous inviter à revenir sur BICAS, si vous n'y étiez plus. Pourquoi? Parce que on va passer à la coopération informelle. On va parler un petit peu de coopération informelle pour le temps qui nous reste. Et sur cette coopération informelle, on avait une question à vous poser. C'est la question suivante, c'est-à-dire pour vous, quel est l'enjeu finalement aujourd'hui, l'enjeu principal, quel est le nouvel enjeu de la coopération informelle. Donc, on vous laisse quelques minutes, enfin quelques secondes, quelques minutes pour répondre. Attention, il y a une bonne réponse dans cette question et vous allez voir que la réponse n'est pas évidente. En fait, il y a un piège, c'est ça qu'on est en train de dire. Il y a une chose qui n'est pas évidente au premier abord, ça c'est une évidence, et on verra ensemble pourquoi, parce que c'est aussi le but du jeu, puisque comme le disait Noémie en introduction, la coopération informelle est finalement ce qui a été le plus compliqué ce qui est d'ailleurs toujours le plus compliqué à garantir, parce que c'est toujours pareil, hein, on ne perd pas ce qu'on ne voit pas quelque part, et finalement, quand on était tous au bureau tout le temps, l'apprentissage par mimétisme, tous ces éléments-là, au-delà même de la simple notion de coopération interservice, c'est des éléments qui, avec le télétravail, comme vous l'évoquiez en préambule, sont des éléments qui sont venus vraiment rompre toutes ces possibilités de coopération informelle, et donc il y a un nouvel enjeu vraiment important sur lequel on va inviter Noémie à rebondir tout de suite, puisque vous allez voir la bonne réponse s'afficher maintenant, et donc une bonne réponse qui est contre toute attente. Que ce soit créé délibérément par la direction. Alors Noémie, dites-en plus, pourquoi c'est le nouvel enjeu de la coopération informelle? Oui, et pardon pour le piège, hein, parce qu'effectivement, dans la question, il y avait de nouvel enjeu, parce qu'effectivement, beaucoup d'entre vous vous êtes positionnés sur des choses qui sont des enjeux de longue date de la coopération interservice, de la coopération informelle entre les services, entre les équipes. Là, aujourd'hui, ce qui se passe et ce qui nous semble important, à nouveau, comme le disait Gabriel, c'est comment on ne passe pas à côté, c'est-à-dire quand on est tous, alors j'ai pour habitude d'essayer d'illustrer un peu le management hybride, alors soit avec des cosmonautes qu'on essaye de ne pas perdre dans l'espace et qui doivent garder un lien avec leur base, soit là, et puis en plus ça fait des jolies images, les ailes, mais le sujet c'est quand même ça, hein, c'est-à-dire quand on est à distance les uns des autres, on n'a plus d'endroits, de passages, de machines à café, de cafétéria, de lieux, y compris d'ailleurs les lieux services généraux. Peut-être dans certaines entreprises, vous avez des endroits, soit de conciergerie, soit les endroits où on peut passer quand on a un problème informatique. Tous ces lieux de rencontre, en fait.
de rencontres inopinées n'existent plus, ou en tout cas sont beaucoup moins des lieux où on a des opportunités de rencontrer des gens qu'on ne croise pas habituellement, avec qui on peut engager une conversation et avec qui on va se rendre compte qu'en fait on est en train de travailler sur des sujets qui ne sont pas les mêmes mais qui sont un peu voisins ou qui ont des répercussions les uns sur les autres et où du coup il y a une vraie nécessité à minima se parler et vraisemblablement à coopérer. C'est ça l'enjeu de la coopération informelle, c'est que on ne sait pas à l'avance qu'on a à travailler ensemble et c'est dans les moments où on va se parler, j'allais dire quasiment juste pour se donner des nouvelles et avoir un peu des conversations d'ascenseur, qu'on va repérer à ce moment-là en prenant des nouvelles de ce qu'on fait les uns les autres, qu'on va repérer à ce moment qu'il y a un vrai intérêt pour notre entreprise, pour nos services et pour nous-mêmes à travailler ensemble pour améliorer l'efficacité de ce qu'on est en train de faire, ou sa pertinence, ou sa conformité, etc. etc. C'est pour ça que la bonne réponse qu'on vous a proposée, c'est qu'il fallait que du coup, alors la direction au sens de l'instance qui organise les choses au sein d'une entreprise, aujourd'hui s'immisce plus dans la coopération informelle, même si évidemment c'est totalement contre-intuitif, mais il y a des choses à faire, c'est-à-dire que à partir du moment où il y a moins de rencontres inopinées, il faut qu'il y ait plus d'échanges organisés pour maintenir une forme de régularité des échanges. Là, je vous ai mis 3-4 mots-clés qui sont vraiment importants tous. Il faut que ces échanges soient réguliers, c'est-à-dire il faut maintenir une habitude de conversation et d'échange entre les équipes, quand bien même elles n'ont pas identifié qu'elles avaient des choses à faire ensemble. Et ça, pour que ça se maintienne, il faut que ce soit régulier. En revanche, il ne faut pas que ce soit artificiel. C'est pour ça que je vous propose de le réfléchir. Il faut, alors, soit c'est utile et convivial, soit au moins un des deux. Il faut que ce soit des temps utiles, soit des temps conviviaux. Et il faut qu'il soit peu chronophage, parce que quand bien même on aura gagné du temps sur la coopération organisée, il ne faut pas non plus que les gens se disent qu'ils vont consacrer énormément de temps à la coopération informelle parce que sinon, ils ne se rendront plus dans les temps d'échange ou dans les points de rencontre qui seront organisés. Je vous ai pris quelques exemples ici, certains sur lesquels je peux aller plus ou moins vite parce que Gabriel, vous avez prévu d'en illustrer 3 qui sont vraiment intéressants. Peut-être, alors découvrez vos collègues, je vous laisserai le présenter. La question de l'agora virtuelle aussi, vous l'avez illustré, donc je la laisse. En revanche, le Vimy Réunion, qui est une pratique qui s'organise dans de plus en plus d'entreprises et qui est très intéressante, c'est, alors là pour le coup, il faut le faire avec les services dont on sait qu'il y a des enjeux de coopération importants et fréquents, quand bien même on ne sait pas encore sur quel sujet, mais on voit que dans les tenants et les aboutissants de nos activités respectives, il y a évidemment des choses à minima coordination et vraisemblablement de coopération, en tout cas des choses à travailler ensemble. Là, il y a un certain nombre d'entreprises maintenant qui, dans les réunions d'équipe, invite un collaborateur d'une autre équipe. Donc, ça peut se faire par tirage au sort, ça peut se faire en fonction des métiers, ça peut se faire en fonction des disponibilités, ça peut se faire de plein de manières différentes, mais toujours est-il que c'est intéressant, quand vous faites une réunion d'équipe, d'accueillir de temps en temps un collègue d'un service ou d'un autre. Alors, quand je dis de temps en temps, mais toujours avec ce sujet de la régularité qui est importante et qui va, lui, pouvoir, du coup, vous entendre sur vos activités, réagir éventuellement par rapport à des choses qu'il sait qui se passent dans son équipe ou dans sa direction, voire même ensuite entendre des choses qu'il va rapporter à son équipe ou à sa direction en disant « Tiens, au fait, eux, ils travaillent là-dessus ». Voilà, donc vous voyez de la circulation d'informations qui se fait de cette manière-là. Un peu dans le même esprit, il y a ce que j'ai appelé là l'éco-dire miroir. L'autre appellation qu'on voit assez fréquemment, c'est les cafés équipes. Donc là, vous avez certainement beaucoup parmi vous déjà mis en place des cafés d'équipe, où là, dans l'équipe,
on se prend un petit temps ensemble pour se donner des nouvelles. On peut faire la même chose. Et alors ça, pour le coup, moi, je l'ai vu faire même de longue date, avant même le travail hybride, voire même le télétravail. C'est-à-dire de chaque semaine ou chaque mois, selon les besoins et les impératifs de votre activité, avoir un collaborateur de votre équipe qui va participer à un café dans lequel il y aura un représentant de chaque équipe et où là, les gens se donnent des nouvelles. Et ça peut se faire aussi en appui sur l'agora virtuelle. Je crois, Gabriel, qu'on peut s'appuyer sur ce que vous allez montrer pour voir un peu ce que ça fait. En tout cas, c'est pour partager les actualités de l'équipe, ce qui veut dire que parmi ces représentants, tout le monde entend l'actualité des différents services et peut ensuite récupérer toutes ces informations pour en faire part au reste de sa propre équipe. Donc, vous voyez, ça fait de la circulation d'informations. Il ne prend pas beaucoup de temps parce qu'il faut le faire court et que par ailleurs, ça mobilise une personne par équipe. Il ne faut pas que toute l'équipe vienne dans ces points-là. Ça peut tourner, bien sûr, en fonction des disponibilités, des envies, etc. Mais ça fait partie des choses qui permettent justement qu'on continue à se parler régulièrement et qu'on puisse identifier là où il y a besoin de passer de cette coopération informelle à de la coopération organisée parce qu'il y a du travail à faire ensemble. Peut-être dernier petit exemple, celui que j'ai appelé déambulation quotidienne, mais qui est très important parce qu'il produit des effets qui sont vraiment très précieux dans le maintien d'un lien et le maintien des possibilités de coopération informelle. Alors, ça peut se faire de deux façons. Soit vous savez qu'il y a un certain nombre d'équipes avec lesquelles, à nouveau, vous avez ces enjeux de coopération parce que vous savez que vos activités ont des répercussions les unes sur les autres. Et là, c'est intéressant, soit par tirage au sort, soit de manière organisée, peu importe, de se dire que un membre de votre équipe va, chaque jour, passer dire bonjour aux autres équipes que vous avez repérées comme étant des équipes avec qui vous avez des enjeux de coopération importants. Ça prend un peu de temps, on va se dire bonjour, etc. Mais franchement, pour l'avoir vu faire en tant que manager, au sein de mon équipe, par certains de mes collaborateurs, ça faisait qu'on avait quasiment toujours un temps d'avance sur ce qui était en train de se passer dans l'entreprise et la façon dont nous-mêmes, on allait nous organiser pour tenir compte de ce qui était en train de se passer dans les autres équipes. Donc, ça fait vraiment des choses très précieuses. Et puis, surtout, ça fait des habitudes d'échange. Ça fait que les gens se connaissent. Ça fait qu'ils se rencontrent régulièrement. Et donc, c'est voilà, c'est un peu plus chronophage, ça, parce qu'effectivement, on ne passe pas juste faire serrer des mains ou saluer les gens comme pourrait le faire la reine d'Angleterre. Mais il faut prendre le temps de la conversation, etc. Donc, ça prend un peu de temps, mais ça apporte... voilà, si vous faites partie de ces équipes ou de ces services où vous savez que vous pouvez être très fortement impacté par les activités qui se produisent dans d'autres équipes, ça peut valoir le coup de vous dire que vous allez consacrer le temps pour ça. Quelque chose de beaucoup moins chronophage et beaucoup plus facile, c'est de considérer que dès lors qu'on est au bureau, plutôt que d'envoyer un mail pour passer une information ou passer un coup de fil, on va se déplacer, ce qui permet de se voir et par ailleurs de croiser du monde aussi dans les couloirs au moment où on se déplace pour aller voir tel ou tel. Voilà pour moi et du coup Gabriel voilà, absolument sur l'intégration des nouveaux collaborateurs et sur la connaissance des uns et des autres, ça c'est très précieux. Je vous laisse la main pour effectivement donner à voir ça qui fera identifié au tout début. Merci Noémie pour tous ces éléments, pour tout ce partage. Et effectivement, l'idée, c'est de venir un peu illustrer ce qu'évoquait Noémie et comment on peut mettre ça en forme aussi de façon très concrète au sein de BICAT. Donc sur la partie notamment découvrir vos collègues. On parlait de défiance en début de séance. C'est vrai que finalement, voilà, c'est un élément vraiment important. Et ce qui peut être intéressant sur toute la coopération informelle, comme on l'a vu, c'est qu'il y a de plus en plus besoin d'organiser ces temps d'échanges informels, de prévoir des créneaux qui vont permettre de mettre ça en place. Et donc, ce qui peut être aussi intéressant en termes de pratique, on parlait du fait de faire des sessions sur lesquelles les participants seraient autonomes pour venir répondre à des activités, participer, etc. Et donc, vous voyez ici, si je me mets dans la peau du participant et que je lance notre activité, on pourrait tout à fait mettre en place, par exemple, donc là un QCM où on pourrait avoir plusieurs
plusieurs questions avec là, par exemple, une photo d'une personne, d'un service où en fait on va venir se demander ok qui est cette personne, qui est qui. Là évidemment ça n'a aucun sens concrètement, hein, mais où on pourrait donc là imaginons après à chaque fois avoir une petite description. Vous voyez, bon voilà, Philippine Hubert fait partie de l'équipe RH, elle est chargée de projets RSE, etc., etc. Et donc ça va aussi être des éléments où on va pouvoir que ce soit sur le rôle au sein de l'entreprise, sur les hobbies, sur etc. Et donc ainsi venir favoriser la connaissance des différents collaborateurs au sein de l'entreprise. Pourquoi pas mettre en place aussi une certaine gamification en fonction de mon taux de participation à ce type de session. Et l'avantage, c'est que ça peut vraiment être des éléments sur lesquels je suis complètement autonome. J'ai 3 minutes avant une réunion, un rendez-vous. Ah ben tiens, je vais aller sur la session, répondre à quelques activités. Ça me permet de découvrir un peu qui fait quoi, qui est où, et ainsi de suite. L'autre exemple, effectivement, c'est, et celui-là me semble vraiment particulièrement intéressant, c'est cette idée d'agora virtuelle, mais vraiment sur comment on va pouvoir mettre en place, si vous voulez, un petit peu des échanges informels où on va venir tirer au sort, par exemple, des membres d'équipe. C'est-à-dire qu'il va y avoir un responsable de chaque équipe à chaque fois, ce qu'illustrait Noémie tout à l'heure, revient un peu aussi à cette activité-là, et on va favoriser vraiment l'informel. C'est-à-dire que là encore, on pourrait avoir un espace ouvert où chacun pourra venir poster ses idées, ses besoins, tenir au courant de ce qui se passe, peut-être demander ce qui se passe à côté, et puis une fois par mois, une fois toutes les 2 semaines, etc. La temporalité est évidemment à définir. Imaginons sur un temps, 13h30, 14h, ce genre de choses. Finalement, un café où on a été tiré au sort pour aller pour passer une demi-heure, que ce soit encore une fois en présentiel ou en distanciel, où on va échanger avec des collègues et où finalement on va venir créer l'informel. C'est-à-dire que le but de la réunion, c'est de partir des éléments qui seront là et en fait on va venir favoriser cet informel. Ah ben c'est intéressant en marketing, vous travaillez sur ça, et ça m'intéresse parce que nous on est en train de sortir tel élément. Et en fait, on va venir recréer cet informel qui aurait pu avoir lieu à la machine à café ou durant un repas ou autre, et qui est plus compliqué à garantir de par les conditions de travail qui ont complètement évolué, et tout le monde n'est plus au bureau au même temps, et encore plus à travers les différents services. Et enfin, le dernier exemple qui peut aussi être très intéressant, et pour celles et ceux qui aiment bien ces idées de post-it, de hub, de tableau blanc, etc. Donc là, je vous ai fait un exemple vraiment très très simple, mais ça peut aussi être tout simplement avoir un hub un petit peu virtuel. On va pouvoir retrouver en fait les informations des différentes équipes, c'est-à-dire à la fois la forme de l'équipe, les sujets du moment, etc. Et où, imaginons en tant que collaborateur, je pourrais très bien venir ici, rajouter un post-it. On voit que l'équipe RH a finalisé le séminaire du mois de juin. Bon voilà, c'est super. À quand plus d'infos, par exemple. Et donc vraiment, ça peut aussi permettre de favoriser cette coopération informelle et où en fait ici, on va vraiment être capable d'avoir l'information et puis la fois d'après où on sera au bureau, on aura une réunion, etc. Mais d'être capable derrière de venir poser des questions aux personnes, de passer dire bonjour, etc. Parce qu'on a aussi une quête d'information et donc de faciliter la pérennité de cette coopération informelle qui est essentielle au bon travail au sein de l'entreprise. Et donc, en l'occurrence, sur ces quelques exemples-là, Bicast peut être intéressant pour cela. Donc voilà, il est midi 18, on a légèrement dépassé, mais je vais quand même vous proposer de conclure ensemble ce webinaire. Ce sera aussi pour celles et ceux qui ont quelques questions, n'hésitez pas à vous manifester. J'ai vu que Hugo, que vous ne voyez pas, mais qui vous répond depuis le début de la séance sur le chat de Bicast, avait pu répondre à certaines de vos questions. Donc n'hésitez pas si vous avez quelques déjà nous faire vos retours sur le webinaire grâce au nuage de mots. Vous pouvez partager qu'est-ce que vous retenez, qu'est-ce qui vous inspire justement, le mot inspirant qui ressort par rapport au webinaire. Évidemment, je me permets quelques informations pratiques. Sachez que le webinaire sera disponible en replay, que vous aurez aussi toute la partie du contenu qui vous sera envoyé dans des communications ultérieures. Et évidemment, que ce soit Bicast ou Acenis, nous sommes aussi à votre disposition
pour vous en faire découvrir plus sur ce qu'on peut venir mettre en place, sur la façon peut-être de travailler aussi ensemble en fonction de vos problématiques, de vos besoins, par rapport à tout ce qu'on a pu voir ensemble ce matin sur cet enjeu très spécifique de la coopération interservice. Je vois que pas mal de retours, organiser l'informel, ce que vous retenez principalement, et c'est vrai que c'était le nouvel enjeu qui est loin d'être évident de prime abord. Le fait de faire attention effectivement aux différents temps d'échange, effectivement, c'est repenser aussi la façon de travailler. Lorsqu'on est au bureau, favoriser justement cette coopération interservice, qu'elle soit organisée ou pas, prendre le temps d'aller voir les gens pour aussi finalement les connaître, tout bêtement déjà. Et donc, je vois la coopération qui ressort beaucoup dans toutes vos idées. Donc, je vous remercie vraiment pour votre temps et votre présence aujourd'hui. Dans les questions… si vous me permettez, Gabriel ? Oui. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des questions sur le jeu de gorille. Je vais mettre un lien dans le chat. Alors, il faut évidemment l'adapter, mais c'est quelque chose qui marche très bien dans les équipes. Il faut l'adapter un peu pour que ça marche dans l'interservice, mais pour le coup, quand on l'adapte, ça marche très bien. L'idée, c'est de dire, il y a un tirage au sort et chacun des participants tire au sort et gorille et tire au sort sa cacahuète, c'est-à-dire la personne dont il doit prendre soin absolument, à qui il va faire des petits plaisirs, faire des petits cadeaux, etc. Avec bien sûr un challenge qui est qu'il ne faut pas qu'il se fasse démasquer. Donc vous voyez bien l'effet que ça produit, c'est-à-dire que pour jouer mon rôle de gorille sans être démasqué par ma cacahuète, il va falloir non seulement que je prenne soin de ma cacahuète, mais aussi de tous les autres. On ne voit pas que je suis en train de prendre soin ou de prendre des nouvelles ou d'être plus attentionné vis-à-vis d'autres, uniquement de cette personne-là. Et chacun, bien sûr, est gorille de quelqu'un et cacahuète de quelqu'un d'autre. Donc c'est très ludique, c'est très sympa à faire. Vraiment, ça met une ambiance de relation où on réfléchit à ce qui peut faire plaisir aux uns aux autres. Alors encore une fois, dans un contexte hybride et qui excède le cadre d'une équipe, il faut adapter un petit peu ça. Dans le lien que je vous envoie, je crois qu'ils disent qu'il faut le faire. Je vais appuyer tout de suite sur envoyer avant de lire. Voilà. Dans le lien que je vous envoie, ils le font à l'échelle de la semaine. Quand on est dans de la coopération interservice, une semaine, c'est beaucoup trop court. On peut aussi, en fonction, bien sûr, de la taille de vos équipes ou du nombre d'équipes, choisir de tirer au sort non pas des personnes qui vont s'occuper d'autres personnes, mais des services qui vont faire des choses, etc. Mais c'est vraiment très sympa à faire. Les équipes adorent ça. Et pour le coup, ça met vraiment tout le monde en disposition de prendre des nouvelles des uns des autres, de faire plaisir les uns les autres, de prendre soin les uns des autres. Vraiment, ça se tente, je vous le conseille. Oui, effectivement, on peut que l'adopter après pareille description. Alors, est-ce qu'il y avait d'autres questions ? À première vue, j'ai l'impression qu'il y avait une autre question de Mathieu qui demande quelles sont les différences entre Bicast et Klaxoon. Alors, ça, je vais vous laisser répondre. Très rapidement à cette question, et évidemment, n'hésitez pas à nous solliciter si besoin, mais dans l'idée, pour faire vraiment très simple, Bicast va être beaucoup plus séquentiel que ce que l'est Klaxoon, et finalement, c'est des outils qui vont pouvoir, qui peuvent être vus comme des outils concurrents, mais qui peuvent aussi être complémentaires sur certains aspects. C'est-à-dire que Bicast, ce qui va être très intéressant, c'est que c'est un outil qui est vraiment hyper facile. Le but du jeu, c'est que, voilà, on a parlé de coopération interservice. Dans cet exemple-là, si on reste sur cette thématique-là, aujourd'hui, on a tous besoin de coopérer. On anime tous des réunions, des formations, des ateliers. Et donc, finalement, des personnes sont animatrices, sont coachs, sont agilistes, etc. Et donc, c'est le métier qui vont donc vouloir aller très loin dans certaines animations. Mais en fait, peut-être que lorsque je suis manager, lorsque je suis chef de projet, etc., et que j'ai des réunions à animer, mon rôle premier n'est pas forcément d'être animateur de réunion. Et donc, l'intérêt de Bicast, c'est que ça va vraiment être très facile, vous voyez, comme on l'a fait aujourd'hui, d'avoir une présentation PowerPoint à laquelle je vais venir intercaler des activités et qui va me permettre, même sans être un expert de l'animation, de pouvoir très facilement venir rendre des réunions qui sont
plus engageante, plus collaborative, mais aussi plus efficace, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque vous travaillez avec Bicast, vous avez tout un espace documentaire où en 3 clics, vous pouvez télécharger le compte rendu de la réunion, ce qui vous permet évidemment de gagner beaucoup de temps. Klaxoon, ça va être un outil beaucoup plus compliqué de prise en main, qui est vraiment destiné à un public expert. C'est-à-dire, par exemple, le tableau blanc de Klaxoon va être beaucoup plus poussé que celui de Bicast, mais parce que c'est quelque part limite la fonctionnalité principale, l'angle d'attaque principal de Klaxoon, c'est de dire, OK, vous allez pouvoir aller très loin dans l'animation d'atelier, mais ça implique d'être un expert de l'animation. Donc, ça va vraiment être des outils différents. Et aujourd'hui, on est intégré au sein de beaucoup de grands groupes et qui, en fait, vont avoir Bicast déployé à un niveau cadre, un niveau groupe, c'est-à-dire que l'intégralité des collaborateurs ont accès à la solution et par exemple, des licences Klaxoon dispatchées pour certains services qui vont avoir besoin d'aller plus loin sur certaines spécificités. Donc voilà un petit peu pour la différence entre les deux. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions. A priori, il me semble qu'on a fait le tour. Encore une nouvelle fois, vous recevrez le replay. Si ce type de format de webinaire vous plaît, n'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux, que ce soit Bicast, Acenis, notamment sur notre compte LinkedIn où on est plutôt actif. Ça vous permettra d'être au courant lorsqu'on a plus ou moins ce type de webinaires qui ont lieu une fois par mois, organisés par Bicast ou avec des partenaires. Et donc, ça, en lien avec la solution, mais pas que, comme vous l'avez vu aujourd'hui, avec plein de thématiques qui concernent tout le monde. Donc, une nouvelle fois, merci à vous pour votre temps, pour vos questions cette fin de webinaire. Merci Noémie pour votre participation et votre éclairage sur tous ces sujets. Et puis, je vous souhaite une excellente journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Très bonne journée à tous. Merci beaucoup, Gabriel. À bientôt.